j'avais rendez-vous avec Bernard Cazeneuve. Donc, des fois, je me suis posé la question, parce que le samedi avant le lundi où j'étais adressée, j'ai contacté Montebourg et Cazeneuve. Et je devais voir Cazeneuve le lundi où j'étais adressée. C'est lui qui m'a fait, qui m'a envoyé, si vous voulez, à la recherche de ces documents. Donc il y a 10 ans à peu près, hein, oui, c'était en 2013. Donc j'ai été inspectrice du travail en Haute-Savoie, effectivement, à l'époque. Et dans mon secteur de contrôle, j'avais l'entreprise Stéphal. Notamment, hein, entre autres, puisque j'avais la ville de Rumilly sur mon secteur de contrôle. Et dans le cadre de mon activité professionnelle, je les ai contrôlés sur plusieurs thèmes et plusieurs sujets. Et ça ne leur a pas plu. Et ils ont essayé de me faire taire et de m'évincer. Et pour ça, ils ont monté un complot contre moi. Complot que j'ai découvert quelques mois après le début de mes ennuis avec ma hiérarchie. Et par le biais d'une source anonyme qui m'avait transmis des documents compromettant, les compromettant eux et compromettant ma hiérarchie. Et je suis rentrée en brigade territoriale de protection de la famille en 2016 et j'ai commencé à écrire en 2017. Et le livre, le premier, puisqu'il y en a eu plusieurs derrière, le premier qui s'appelle Affaires de famille, il est sorti en 2018, dans lequel je relatais des enquêtes que j'avais menées et qui étaient encore en cours d'instruction. Donc, comme je le savais et que je connaissais l'existence du secret de l'instruction, j'ai demandé beaucoup d'avis, de conseils à ma hiérarchie, à des magistrats, jusqu'à leur soumettre aussi le livre pour approbation avant qu'il paraisse en fait, avant ce qu'on appelle les épreuves, pour pouvoir modifier s'il y avait des choses qui ne convenaient pas. Et donc il y a certaines choses qui ont été modifiées, le livre est sorti et puis ils m'ont poursuivi après pour violation du secret professionnel. Et du coup, quand je me suis servi de ces documents pour saisir le Conseil national d'inspection du travail, qui est notre conseil garant de notre indépendance, c'est sorti dans la presse et mes ennuis judiciaires à partir de ce moment-là et professionnels ont réellement commencé. Et ça a duré quasiment 10 ans puisque ça s'est terminé en février 2023. En cassation, hein, voilà, c'est ça. Voilà. Et donc vous avez été condamné sur quelque chose qui revient beaucoup dans les affaires de lanceurs d'alerte, sur la violation du secret professionnel. Hein. C'est ça, notamment, oui. Notamment. J'ai été condamnée pour 2 chefs d'accusation pour le recel de documents volés et pour effectivement la violation de mon secret professionnel. C'est pour qu'on comprenne, c'est des correspondances numériques qu'on vous a transmises. Voilà, c'est ça. C'est une personne qui était informaticien à l'époque dans l'entreprise Stéphal, qui était un chargé informaticien réseau, qui était tombé sur des documents, donc des échanges de mails entre la direction de Stéphal et ma direction, sur des documents aussi d'évaluation du risque que je représentais pour la société Stéphal et du plan qu'ils avaient mis en œuvre pour m'évincer. Et donc il m'a transmis ces documents de manière anonyme. Et donc de fait, la justice française a jugé qu'il les avait récupérés de manière illicite et que du fait que moi je les ai utilisés pour saisir le Conseil national d'inspection du travail, c'était du recel de documents volés. Et le fait que ça soit sorti dans la presse, même si... que vous avez transmis au syndicat. Hein, voilà, c'est ça. Pas presse, j'ai transmis au syndicat qui siégeait au Conseil national d'inspection du travail et aux membres de ce conseil. Donc on peut dire peut-être en interne. En interne. Hein. Ah oui, c'était des syndicats de mon ministère, hein, pas les syndicats externes. Et donc moi j'ai transmis les documents qu'en interne, mais c'est vrai que ça a fuité dans la presse, pas par mon biais.
Mais comme ils n'ont jamais réussi à trouver qui avait fuité dans la presse, puisque finalement il y avait trop de personnes qui avaient été destinataires de ces documents-là, même si c'était en interne. Donc de fait, ils ont choisi de condamner le salarié qui m'avait transmis ces documents et moi-même. Voilà. Alors on était dans un temps en 2013 où il n'y avait pas la loi Sapin, ni 1 ni 2, puisque la 1 est arrivée en 2016 et la 2 est arrivée en 2022. Quand bien même, comme mon affaire a duré longtemps, on a quand même pu examiner les faits à l'aune de la loi Sapin 1. Mais pour autant, les juges ont estimé, en cour d'appel de Lyon à l'époque, que ces faits ne justifiaient pas la protection dévolue aux lanceurs d'alerte. Et donc j'ai été condamnée définitivement en cour de cassation et en cour d'appel de Lyon. Comment vous vivez ça aujourd'hui, le regard que vous avez, alors vous en tant que citoyenne, mais aussi vous en tant qu'inspectrice du travail, qu'est-ce que ça a changé pour vous? Aujourd'hui, ça a changé. Alors effectivement, ça m'a complètement bouleversée, tant professionnellement que personnellement. Que ça soit dans ma vie familiale ou même intrinsèquement dans ce que je peux, la vision que je peux avoir de la société d'aujourd'hui, hein. La vision que j'ai de la justice aussi, puisque je suis quand même juriste, hein. J'ai quand même fait 10 années d'études de droit, hein. Donc pour moi le droit c'est quand même quelque chose de fondamental en ce qui me concerne. Et c'est vrai que j'ai un regard assez amer et assez dur sur la réalité de notre société actuelle, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on n'est pas dans un état de droit, que le droit ne s'applique pas selon si on est puissant ou pas puissant. J'ai l'impression que la protection des lanceurs d'alerte, même si elle progresse juridiquement, pour l'instant, dans les faits, j'ai du mal à la visualiser. J'ai l'impression que le secret des affaires est toujours prédominant. Et puis bon, professionnellement, même encore aujourd'hui, c'est difficile pour moi. J'ai perdu quand même beaucoup de mes illusions et beaucoup de mes espoirs. Personnellement, ma vie a complètement changé. Cette affaire a complètement fait basculer ma vie personnelle. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le regard que je porte sur la société est quand même un regard... j'ai peu d'espoir en fait. Donc même si je continue d'essayer de faire mon métier au mieux et voilà, mais c'est vrai que je suis plus la même personne et je crois plus en la société comme j'y croyais en 2013. Ça c'est certain. Aucun espoir de carrière professionnelle, c'est fichu, hein, clairement. Il y a des gens qui ont moins d'ancienneté que moi dans le ministère et qui sont à 2 échelons au moins de plus que moi. On ne m'a jamais proposé une promotion. Quand je suis quand même partie 5 années en Guadeloupe, là j'en suis revenue depuis 1 année et demie. Quand je suis revenue, j'ai voulu reprendre un secteur de contrôle sur Grenoble. On m'a clairement dit non. On ne veut plus que je fasse de contrôle d'entreprise, encore aujourd'hui, 10 ans après. Donc je fais du droit, hein. J'étudie les recours contre les décisions des inspecteurs du travail à Lyon. Donc j'aime le poste que j'ai, mais pour autant, c'est pas le poste que j'avais demandé, et le poste que j'ai demandé, c'est du contrôle à Grenoble. J'ai pas eu l'outrecuidance de demander du contrôle en Haute-Savoie, il faut pas exagérer, parce que de toute façon, j'en ai pas du tout envie. Mais c'est vrai que voilà, le ministère est pas du tout enclin à me donner un poste de contrôle, alors qu'il manque l'inspection du travail actuellement, surtout à Grenoble notamment, mais dans d'autres départements également, manque cruellement d'effectifs actuellement. Ils sont en sous-effectif chronique, il y a des sections entières de contrôle qui sont sans inspecteur du travail, et on a préféré me donner un poste juridique de bureau à Lyon, il n'y avait pas un grand besoin urgent, plutôt que de me donner le poste que je demandais où il y avait un besoin. Donc aujourd'hui, je ne suis plus harcelée, c'est déjà une bonne chose. Je peux quand même travailler sereinement. J'ai quand même un aménagement du travail, hein. Je suis 4 jours par semaine en télétravail, il ne faut pas que j'aille trop souvent au travail pour pas que ça me déstabilise. Donc c'est vrai que c'est une affaire qui m'a, même psychologiquement, hein, je suis quand même je suis fragile, hein. Quand la Cour européenne des droits de l'homme en février 2023 a décidé que l'affaire ne serait pas examinée, et je suis retombée un petit peu en dépression pendant quelques mois. C'est quelque chose qui est difficile encore à vivre aujourd'hui, hein. C'est pas évident. Souvent on me demande si je vais écrire un livre ou des choses comme ça. J'arrive pas à m'y mettre, hein. Donc c'est que quelque part en moi c'est pas encore complètement guéri, hein. Pourtant ça fait 10 ans. C'est une défaite pour la société, je trouve, pour les lanceurs d'alerte, pour l'inspection du travail. C'est quand même pour l'intérêt commun, hein, pour l'intérêt commun, l'intérêt général, l'intérêt commun dont on parle souvent. C'est pourquoi je suis allée jusqu'au bout du bout alors que j'étais en Guadeloupe pendant 5 ans, que voilà, moi ma vie elle a continué. C'est parce que il y avait de l'intérêt général, c'était important. Que cette affaire, que Tefal s'en sorte pas complètement impuni, et que ceux qui, pour moi, ont fait le bien s'en sortent condamnés. Mais pour autant, là, il n'y a plus rien à faire, donc il faut se faire une raison. Et c'est pas facile de se faire une raison
Moi, je fais mon métier parce que j'aime la justice sociale, j'aime le droit, donc j'aime aussi la justice tout court. Et c'est vrai que de dire qu'on vit dans une société assez injuste, pas morale, pas éthique, c'est quand même compliqué. La tristesse de cette affaire, c'est que je suis quand même juriste et à l'époque, j'ai quand même, quand j'ai reçu les documents, j'ai pris le temps, j'ai pris 3 semaines, un mois pour savoir ce que j'allais en faire, pour réfléchir. C'est moi-même qui ai rédigé la procédure envoyée au Conseil national d'inspection du travail avec trois collègues à moi. On a rédigé ça. Non, vous avez ouvert déjà votre Donc à ce moment-là, j'ai quand même réfléchi à une stratégie. Alors à ce moment-là, il n'y avait pas les lois Sapin. Mais quand bien même, j'ai réfléchi à une stratégie et aujourd'hui, à l'aune des lois Sapin 1 et 2, finalement, quand on me demande est-ce que vous referiez la même chose, ben en fait oui, parce que finalement, le salarié lanceur d'alerte a informé son inspectrice du travail. Je suis quand même représentante de l'État. Donc je suis un relais normalement qui est autorisé dans les lois de lanceur d'alerte. Et après, moi, j'ai informé le Conseil national d'inspection du travail et mes syndicats. Si vous reprenez les lois sur les lanceurs d'alerte, finalement, la procédure, on l'a suivie, en fait. Et on a fait les choses correctement. Je préviens toujours ma hiérarchie en leur disant, est-ce que vous êtes sûr que vous voulez me confier certaines affaires qui sont sensibles? Parce que je leur ai dit, quoi qu'il en soit, moi, je ferai ce qu'il faut. Donc, ils sont au courant. Quand ils le font, des fois, ils le regrettent. Bon, voilà, et donc j'ai toujours la même pratique professionnelle. Je peux pas, c'est comme si c'est plus fort que moi en fait, malgré les ennuis que ça peut m'occasionner, des gros ennuis. Hein. Mais voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, stratégiquement, je suis quand même juriste et tout ce qu'on a fait avec le salarié, c'était à faire en fait. Hein. Le tout dernier arrêt de la Cour d'appel de Lyon reconnaît que j'ai pas commis de faute personnelle, que je n'ai agi que dans le cadre professionnel et que ce n'était que pour me défendre. Donc cet arrêt, en fait, il était là juste pour dire si je devais ou pas des dommages et intérêts aux parties civiles, à la société Tefal. Et c'est vrai que du coup, cet arrêt, finalement, dit en filigrane, c'est assez bizarre, hein, il dit en fait que je suis lanceuse d'alerte, mais pour autant, je suis quand même condamnée. Et c'est le problème de mon affaire, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Laurence Pfeffer. Ça a commencé en 2018, juste à la sortie au mois de novembre. Et j'ai été auditionnée par l'IGPN la première fois en 2020, donc plus d'1 an en fait après le début de l'enquête. Donc moi, j'étais pas au courant. Et donc c'est comme ça que j'ai appris l'existence de cette enquête qui avait été ordonnée par le parquet du 92. Et puis ça a suivi son cours. Alors entre-temps, je suis sortie de la brigade territoriale de protection de la famille. J'ai été en disponibilité pendant 2 ans et demi. Et j'ai réintégré en novembre 2021, pendant 1 an et demi, donc jusqu'à la fin, en tant que syndicaliste. Donc là, je faisais complètement autre chose. Mais voilà, l'affaire s'est poursuivie et ils ont fini par me renvoyer devant le tribunal correctionnel où j'ai été condamnée pour ça en mai 2023 et voilà, et puis en fait j'ai fait appel de cette décision, mais l'administration elle de son côté a enclenché une procédure administrative qui a abouti à la révocation, donc ça veut dire licenciement pour faute. Et ça, c'est arrivé quand? Et ça, c'est arrivé le 9 août 2023. Alors qu'il faut rappeler que l'inspection de l'IGPN, c'est ça, hein, qu'est-ce qu'ils avaient proposé? Alors à la fin de l'enquête, qui a été très courte finalement et qui s'est terminée en février 2021, l'IGPN avait proposé un blâme. Non, c'est une sanction, mais enfin elle est assez minime hein, dans l'échelle de... Ah ben le blâme, c'est la sanction la plus légère en fait, qui équivaut à sanctionner, je dirais, une erreur qui aurait pu être commise, et non pas forcément une faute de manière intentionnelle. Et puis quand ils ont terminé la procédure, à l'époque j'étais encore en disponibilité pour convenance personnelle. Et quand j'ai réintégré en novembre 2021, ils ont attendu que le dernier livre que j'ai écrit et qui s'appelle Police, la loi de l'omerta sorte. Et c'est à ce moment-là que la machine s'est emballée et que d'un blâme on est arrivé à une sanction de révocation. Beaucoup dans des affaires de ce type-là, hein, c'est pas rien les parcours professionnels que vous avez souvent. Hein. Devenir capitaine de police, c'est pas rien. Hein, c'est beaucoup peut-être d'investissement, de travail, etc. Qu'est-ce qui vous motive à un moment donné
pour peut-être dire de l'intérieur ce qui se passe ou mettre le doigt sur quelque chose. Qu'est-ce qui motive ça, tout en étant dans cette fonction-là? Et ça a été très progressif parce que au départ, quand j'ai écrit le premier livre, l'objectif, c'était pas du tout de dénoncer des choses, c'était vraiment de raconter comment ça se passait de l'intérieur. Les enquêtes et la brigade des mineurs, c'était quand même un milieu qui était particulier, on n'en parlait pas beaucoup. Donc, il y avait un très beau film qui avait été fait, hein. De Maïwenn, voilà, mais 10 ans auparavant. C'est donc, ça. On était quand même sur... il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de supports, en fait, qui parlaient de ces problématiques-là. Et donc, l'objectif, au départ, c'est pas du tout de dénoncer. Et en fait, à la suite de la sortie du premier livre, j'ai commencé à écrire le deuxième. Et puis là, les tensions ont commencé à s'exacerber au niveau de la brigade dans laquelle j'étais. Et c'est là qu'à un moment donné, j'ai décidé de... En fait, ce qui vraiment m'a décidé à dénoncer les choses, c'est le suicide de Maggie Bukowski, qui est une policière et qui s'est suicidée pendant que j'étais en train d'écrire le deuxième. Et là, j'ai beaucoup souffert de ça parce que c'était une femme que je connaissais personnellement. Je l'avais eue sous mes ordres quand j'étais à Roissy-Charles de Gaulle. Et j'avais beaucoup d'admiration pour elle et pour ce qu'elle faisait au sein du mouvement des policiers en colère. Et je me suis dit que si elle en était arrivée là, alors que moi j'avais écrit un livre et que je commençais un peu à être connue par des journalistes ou autres, qu'il fallait continuer et qu'il fallait pas laisser abandonner en fait. Il y a un mot qui plane un peu, enfin qui court ces temps-ci dans la société, dans tous les milieux, c'est la peur. Hein. Et comment se fait-il que vous n'ayez pas peur, vous par exemple dans ce cadre-là, mais ne serait-ce que par rapport à votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui fait que finalement c'est plus fort comme vous disiez, pas forcément de dénoncer, mais de raconter quoi, avec votre écriture quoi? Dans le premier livre, j'ai pas eu peur. Et je pense que j'étais inconsciente des conséquences que ça pourrait avoir, puisque moi mes intentions elles étaient d'informer et de raconter en fait de manière quelque part de manière très naïve et ça fait partie peut-être des regrets. J'aurais dû être plus consciente de ça. Mais si j'avais été plus consciente, peut-être que j'aurais eu plus peur. Et si j'avais eu plus peur, peut-être que je n'aurais pas fait. Après, j'ai commencé à avoir peur au moment de la médiatisation parce que je savais que je serais épiée et qu'à la première erreur que j'allais commettre, voilà, je savais pas sur le devoir de réserve ce que ça recouvrait. Les 3 mois de méditation ont été là intenses et stressants et ça je m'en rendais bien compte de cette difficulté-là. Et quand j'ai commencé à écrire le deuxième et que j'ai décidé de dénoncer ce qui se passait à l'intérieur de la brigade et notamment les problèmes de management, mais qui étaient beaucoup plus larges et je ne prenais que l'exemple de ce que je vivais pour démontrer quelque chose qui était plus général. Là, j'ai commencé à avoir peur. Et c'est pour ça que je me suis mise en disponibilité, pour convenance personnelle. Parce que je pouvais plus être au sein de la brigade après avoir écrit tout ce que j'avais écrit, c'était pas possible. Donc si, j'ai eu peur. Dans Police l'Omerta, l'objectif c'était vraiment une des conditions sine qua non, c'était déjà de le faire et pas de manière anonyme. Donc, on a fait un gros travail pour chercher ces personnes-là qui étaient en capacité intellectuelle et psychologique de raconter ce qu'ils avaient vécu. Excusez-moi, là vous étiez syndicaliste à la FSU, c'est ça? Et là, à l'époque, voilà, exactement, j'étais syndicaliste à la FSU. Et ça correspondait aussi un peu au travail qu'on faisait parce qu'en fait, cette idée de livre, elle est pas venue de moi déjà, elle est venue de mon co-auteur Fabien Billerand, parce que je travaillais sur le sujet des ruptures conventionnelles. Et j'essayais de comprendre pourquoi ceux qui la demandaient ne l'obtenaient pas, et puis avant de la demander, pourquoi est-ce qu'ils la demandaient. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y avait autant de gens qui voulaient partir de l'institution, et c'est en découvrant et en fouillant ce sujet-là que j'en suis arrivée à ces situations-là. Et l'idée du livre, elle est née comme ça. Donc, et encore après, c'est-à-dire qu'une fois que le livre est sorti, forcément, il y a plein de policiers et d'autres fonctionnaires qui nous ont appelés et qui ont voulu nous raconter leurs histoires. Et là, je me suis rendu compte que ce qu'on avait raconté, c'était finalement que la partie immergée de l'iceberg que finalement tout le monde connaît. C'est-à-dire, on n'a pas inventé l'eau chaude et on n'a pas raconté des choses extraordinaires. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pire.
Donc il y avait une volonté aussi de mettre le couvercle finalement sur quelque chose qui bout depuis longtemps, hein, finalement, au sein Oui, bien du sûr. mouvement. Bien sûr. Et puis des actions que tout le monde connaît. Alors, aussi, moi je savais on va dire que la hiérarchie ou que l'administration dans son ensemble était au courant de ce qu'on racontait, on va dire de manière globale et générale. Sauf que tant que c'est pas sorti, que ça n'est pas public, on peut toujours se cacher derrière des on savait pas. Je veux dire, chaque ministre se cache derrière le fait, et Monsieur Dupond-Moretti le fait encore aujourd'hui devant la Cour de justice de la République, je ne sais pas ce qui se passe au sein de mon ministère. Le fait d'écrire ce livre-là, bah du coup, voilà, Monsieur Darmanin ou les suivants ne pourront plus dire on ne sait pas. Et pour autant, il se passe rien. Il y a derrière vous des livres et l'alerte. Et si on le dit assez vite, comme dit Daniel, hein, délivrer l'alerte. Délivrer l'alerte. Est-ce que ça je dirais que aide? c'est beaucoup d'emmerde. C'est beaucoup de temps, c'est de la pression, c'est une forme de visibilité aussi, c'est-à-dire que ça permet à d'autres de dire oui, moi aussi ça m'est arrivé. Donc d'un côté, il y a les ennuis qui vont avec, et de l'autre côté, il y a aussi quelque part une forme de protection, parce que en fait, ce qui les dérange le plus, c'est que ça devienne public. C'est que les gens finissent par savoir ce qui se passe. Et c'est uniquement ça. Donc, la médiatisation, quelque part, elle protège aussi. Et la différence que je vois entre moi qui écris et qui a une forme de notoriété, on va dire, dans ce tout petit milieu-là, eux se font complètement écraser. Encore plus. Et il y en a qui arrivent à des situations où je finis par leur dire, mais tant que vous ne serez pas médiatisés et tant que vous ne direz rien, ils continueront de vous enfoncer jusqu'au bout, en fait, puisque de toute façon, pour l'instant, ça n'est pas public. Agnès Nodin, est-ce que d'avoir vécu tout ça, finalement, vous referiez le même parcours, par exemple? Vous l'avez dit un petit peu tout à l'heure, hein, si vous aviez conscience de... Je referais la même chose aujourd'hui, oui, parce que même si c'est difficile, c'est une expérience qui fait grandir. Il y a certaines choses que j'ai voulu faire et que je n'ai pas fait justement à cause de la peur, et notamment par exemple dans ce qui m'est reproché aujourd'hui, ma volonté de départ, et c'est pour ça que j'en avais parlé au juge d'instruction, c'était de leur refaire lire les histoires et voilà, et que eux me disent où placer le curseur. Sauf que entre le moment où j'ai voulu le faire et le moment où le livre est sorti, il y a eu une réunion qui a été organisée par le parquet, parce qu'ils ont commencé à mettre la pression avant, en fait, la sortie du livre. Et à ce moment-là, j'ai eu peur. Et je suis pas allée au bout de ma démarche avec les juges d'instruction. C'est deux choses parallèles. Donc, si c'était à refaire, j'irais au bout de cette démarche en leur faisant lire ce que j'avais écrit et qu'ils continuent de me donner leurs avis, c'est-à-dire ce que je voulais. Voilà, ça, je le regrette. Je crois que c'est la seule chose que je regrette. Parce que là, ça a été... Je veux dire, c'est quelque chose que je n'ai pas fait à cause de la peur. Et on le sait, la peur n'évite pas le danger. Et puis, mais la peur n'est pas bonne conseillère. Elle immobilise ou elle fait faire des erreurs. Et là, en l'occurrence, voilà, ça aurait peut-être été différent. Je ne sais pas ce que ça aurait donné si, avec des si, on mettrait par un bouteille. Mais de toute façon, j'aurais écrit et j'aurais continué d'écrire et je continuerai d'écrire. Agnès Nodin, merci beaucoup et bon courage à vous. Merci. Ça y est, 3 jours pour arriver, il y avait un autre contrat. Ils n'avaient jamais arrêté. Et je suis partie à la recherche de ce contrat. Donc, c'était pas Hollande, c'était Cazeneuve. Mais des fois, je me dis, est-ce que peut-être ça a précipité agression? J'en sais rien. J'ai pas de réponse, malheureusement. Bon, j'avais des bons rapports, il me semblait, avec Anne Le Bergeon, professionnellement, jusqu'à l'agression. Et elle m'a larguée comme une vieille chaussette, comme tout le monde, comme tous ces gens-là. Et elle a repris contact avec moi au moment du bouquin ou du film. Mais je veux dire, le travail qu'on a fait ensemble pour les salariés, c'était un bon travail. Elle a été ouverte à ça, professionnellement, ça fonctionnait bien entre elle et moi. J'ai jamais été dupe. Je savais que des fois elle me manipulait, mais je me disais, dans la mesure où c'est dans l'intérêt des salariés,
là, je me laisse. Et il y avait des fois où je ne faisais pas parce que je trouvais que ce n'était pas dans l'intérêt des salariés. Mais personnellement, je ne crois pas qu'elle était derrière pour ce soir. Au moment de mon agression, elle a été menacée par les coups de fil sur ses enfants. Donc, parce qu'elle se battait quand même contre ce contrat également. Donc on a réussi à faire taire tout le monde. En fait, je crois que c'est après la garde à vue, il y avait des policiers qui me gardaient, qui ont été envoyés au poste, qui était normal. Et il y a un policier qui nous a appelé un jour, mon mari et moi, en nous demandant s'il pouvait venir nous voir. C'était le GIGN, je crois. Et on a dit oui, et donc il a débarqué, et il nous a dit d'abord on ne peut pas me retrouver, j'ai pas mon portable, j'ai aucun téléphone sur moi, et j'ai vérifié que j'ai pas un pistolet sur la voiture. Alors bon, moi j'étais à l'époque pas dans un très bon état, et c'était pour me mettre en garde. Il se passait des choses qu'il ne trouvait pas très claires, et que donc de faire très très attention. Et donc ce personnage a réellement existé. Les négociations ont continué entre EDF, Areva et la Chine à peu près jusqu'en 2015, dans un contexte troublé, parce que malgré tout, l'agression de Maureen avait un peu ameuté tout le monde. Il y a eu des tensions diplomatiques, parce que la Chine s'est sentie accusée d'une certaine manière. En 2015, ces discussions-là, qui visaient notamment à la création d'un réacteur de moyenne puissance en commun avec la France et la Chine, ont été abandonnées. Mais ce partenariat est rené, je ne sais pas comment on dit, est réapparu, pardon, c'est la fin de la semaine, est réapparu sous une autre forme en Angleterre. Puisque EDF, qui avait répondu et gagné un appel d'offres pour deux centrales, enfin 2 fois 2 réacteurs nucléaires en Angleterre, a imposé son partenaire CGNPC, donc le chinois, notamment parce que CGNPC finançait un tiers du projet global. En contrepartie, la Chine poursuivait son objectif, qui était de devenir un acteur reconnu sur la scène internationale, capable de construire et de vendre des réacteurs nucléaires. Et donc EDF s'était engagé à aider le Chinois à valider son propre réacteur, qu'entre-temps il avait eu le temps de le faire par ses propres moyens, parce que les Chinois apprennent très très vite, auprès des autorités anglaises. Donc, si vous voulez, le deal argent contre technologie avait connu une concrétisation en Angleterre jusqu'à le Brexit et la guerre en Ukraine, où là, les Américains ont dit ça suffit de rigoler avec les Chinois, et ont donc, alors je vous la fais courte, hein, en langage diplomatique, ça ne se fait pas comme ça, mais ont indiqué à leurs amis du gouvernement anglais que ce n'était pas du tout possible de construire un réacteur nucléaire chinois sur le sol anglais. Donc la construction du réacteur chinois sur le sol anglais est en stand-by. Et la dernière fois que j'ai posé la question, EDF cherchait des partenaires financiers pour remplacer l'investissement de CGNPC dans les réacteurs que nous sommes, nous, Français, en train de construire sur le sol anglais, et je ne sais pas où ça en est. Ça fait quelques mois que je n'ai pas posé la question. Je voudrais juste rajouter qu'il me semble dans ce contrat avec l'Angleterre, si jamais les Chinois se retiraient au niveau financier, ça pouvait être les contribuables français qui, comment dire, qui vont mettre l'argent, qui compensent voilà, que les Chinois sont partis. Donc, en termes de dysfonctionnement, on est quand même à un assez haut niveau, et il n'y a jamais eu de déclenchement d'enquête administrative ni disciplinaire. Il ne vous a pas échappé qu'il y a un procès en ce moment de ministre de la Justice
qui a déclenché avec célérité une enquête administrative disciplinaire sur des magistrats du PNF. Moi, j'ai dit sur tous les plateaux depuis toutes les années où je réponds à toutes les interviews qu'à tout le monde, on aurait pu avoir une enquête administrative sur le parquet de Versailles. Ça n'a pas été le cas. Donc ça, c'est une première question. La deuxième partie de la question, c'est qui savait quoi? C'est-à-dire qu'on a du mal à imaginer qu'une enquête, une affaire mettant en jeu en effet des enjeux énergétiques, stratégiques, diplomatiques, politiques à ce niveau-là, n'ait pas été suivie par la DGSI, par la DGSE, par le cabinet du président, parce que si le rendez-vous n'était pas ce jour-là avec François Hollande, Maureen connaissait François Hollande, dont elle avait participé à la campagne, au nom du comité égalité hommes-femmes. Bref, donc il y a eu en effet une absence de réaction absolument totale, et à la fois de la chaîne d'autorité judiciaire et à la fois du personnel politique. Depuis la sortie du film qui a été vu par 500 000 personnes, qui est en ce moment diffusé à la télé, Maureen et moi, on a porté cette parole-là sur tous les plateaux télé et il ne s'est toujours rien passé. Donc, visiblement, personne n'a envie de savoir. Alors, c'est intéressant ce que vous dites à ce propos, puisque demain, comme vous le savez, on va voir les algues vertes. Et dans les algues vertes, on a aussi perdu les analyses de sang. Le parquet a perdu des dossiers, etc. Et donc, vous voyez l'intérêt de ces rencontres. Je vois Elisabeth Borrell qui... on a effectivement aussi perdu beaucoup d'informations dans le dossier du juge Borrell, assassiné à Djibouti. Et donc, en fait, c'est aussi l'intérêt de ces rencontres, d'avoir un petit peu une vision qui montre que des méthodes se recoupent, en tous les cas, qu'on a des choses à mutualiser.